Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce dimanche matin, 8 h du matin, pour venir parler de la confiance et de la confiance dans l'avenir. Au nom du Cercle des économistes, on a le plaisir de recevoir deux personnalités exceptionnelles pour partager avec vous quelques idées pendant une petite demi-heure. Je pourrais prendre les 25 minutes pour présenter leurs différents parcours. Je ne vais pas le faire, je vais aller très vite. À ma gauche, nous avons Yannick Jadot. Je vais dire en un mot que vous êtes un homme politique engagé dans l'écologie. C'est pas mal, c'est un bon résumé. Et un peu plus loin de moi, Jacques Attali. À mon extrême gauche, Jacques Attali. Je veux dire que vous êtes un intellectuel engagé dans l'action. Alors j'ai noté que tous les deux, vous avez fait des études de sciences économiques à Dauphine. C'est bien, j'encourage tous les parents ici à envoyer leurs enfants faire des études de sciences économiques. Donc l'actualité cette année nous a interpellé les hommes politiques, a interpellé les experts sur plusieurs dimensions. Évidemment, les gilets jaunes, on a parlé beaucoup de pouvoir d'achat, on a parlé du présent, mais on a également parlé de l'avenir. En sous-jacent, c'est une population qui manifeste, mais c'est une population qui vit un grand risque, celui de voir les emplois dans lesquels ils sont occupés disparaître du fait de la numérisation. Il y a eu aussi les marches pour le climat, les rébellions Extinction, qui sont aussi une forme de perte de conscience dans l'avenir. Lorsqu'ils insistent sur le fait qu'il y a urgence, qu'il faut intervenir maintenant, c'est bien qu'ils pensent que le monde dans lequel on vit va se modifier. Alors on a essayé un petit peu de les opposer, en disant il y en a certains qui sont contre la taxe carbone et puis d'autres qui sont pour le climat. Et puis à cette opposition un petit peu facile, un petit peu bête, on a eu une réponse qui était aussi un petit peu simple, avec un slogan qui était fin de mois, fin du monde, même combat. Voilà, donc j'aimerais qu'on discute de tout ça. Jacques Attali, avez-vous peur de l'avenir? Qu'est-ce qui vous fait peur? Non, j'ai pas spécialement peur de l'avenir. Je pense qu'il faut ne pas faire de déni de réalité. Il faut avoir peur pour réagir à la peur. Mais si on est dans un déni de réalité, on continue à croire que tout va bien, que, comme disait l'autre, il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre, et on ne fait rien. Donc il faut vraiment assumer les menaces. Et les menaces, elles sont là, elles sont graves, elles sont très sérieuses, elles sont mortelles. Donc je vais insister dessus pour dire après, peut-être dans le cours de notre conversation, qu'il y a des réponses à tout ça. Mais les menaces sont immenses. 2050, je ne sais pas qui dans cette salle sera encore là en 2050, en tout cas tous les jeunes qui sont là et les jeunes qui nous aident et qui sont dehors, qui ne sont pas dans la salle, seront là en 2050. 2050, c'est un monde qui, si on ne fait rien de gigantesque, d'énorme, de révolutionnaire dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives, dans les collectivités territoriales, dans les villes, à l'échelle de la planète, sera invivable. Il sera invivable à bien des points de vue. Il sera invivable climatiquement, on le sait, dans 2050, ce sera au moins 2 degrés, sinon 4, sinon 5, avec peut-être même un risque d'emballement imprévisible au-delà de 4. Certains pensent qu'on va se stabiliser à 4, d'autres pensent qu'on ne se stabilisera pas à 4. Encore une fois, si on ne fait rien de ce qu'on dira sans doute dans la deuxième partie de notre discussion. Ce sera invivable aussi démographiquement, parce qu'on aura 2 milliards d'habitants de plus sur la planète, dont 1 milliard au moins de plus en Afrique, et en particulier 1 milliard de plus dans les régions qui seront climatiquement les plus touchées, donc invivables, et qui donc ne resteront pas là où ils vont naître. Ce sera un monde invivable technologiquement, parce qu'il y aura des évolutions technologiques qui vont concentrer des richesses d'une façon extraordinaire, donner du pouvoir aux entreprises contre les États, pas nécessairement contre les États les plus puissants qui sauront s'en défendre, mais justement contre les États qui n'existeront plus dans l'essentiel des pays du Sud et qui n'existeront plus pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, et où les gens seront des victimes désignées des maîtres des données
qui pourront créer des monnaies parallèles ou installer une sorte d'État du marché là où les États auront disparu. Lié à ça, lié à ces peurs, lié à ces dangers, lié à ces... On verra naître plus qu'aujourd'hui des totalitarismes, des bunkers, un totalitarisme vert. Très souvent, les bonnes idées passent pour leur accouchement par des dictatures. On aura des totalitarismes verts, on aura des totalitarismes religieux, j'ai appelé ça parfois des totalitarismes double vert, qui pourraient venir. Et tout ça dans un moment où, évidemment, l'existence de tous ces dangers pourrait conduire à une dépression économique majeure liée à une série de crises qui sont liées à tout cela. Et si on veut parler de décroissance, ne vous inquiétez pas, si on ne fait rien, elle va venir. Elle sera là, et elle sera là dans la pire condition, parce que ce sera une décroissance qui créera beaucoup de chômage, beaucoup de désordre, beaucoup de concentration des richesses. Donc tout ça, je pense qu'il faut s'y préparer. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser baisser les bras, nous en reparlerons tout à l'heure, mais en faisant ça, on paye le prix, si on ne fait rien, on paiera le prix de deux évolutions fondamentales de l'humanité. Le premier, c'est que nous avons accepté depuis 2000 ans au moins de jouer l'avenir de notre destin sur l'artificialisation du vivant, qui est vraiment le cœur de la conduite de l'humanité. L'artificialisation du vivant pour une raison folle, c'est que nous pensons qu'un artefact n'est pas mortel alors que nous sommes mortels, donc si nous voulons être immortels, il faut artificialiser la vie. Et c'est ça notre utopie folle de l'espèce humaine. Et une deuxième utopie folle qui nous conduit là où ça, c'est que nous avons fait l'utopie de ce que nous pouvons être libres. Et l'utopie de la liberté, c'est moi d'abord, sous toutes les formes. Moi d'abord, maintenant. Et donc, la jonction de l'artificialisation de la vie et de l'égoïsme conduit au cauchemar dont je parlais précédemment. Il n'empêche qu'à partir du moment où on a pris conscience de ça, on en vient à cette phrase magnifique, je ne citerai pas l'auteur parce que vous le connaissez tous, qui disait « Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu dans la crainte, maintenant je sais, nous allons vivre dans l'espoir. » Alors, Yannick Jadot, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, moi, en fait, je ne le connais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? À ce moment-là, il faut faire semblant. Voilà, raté. Il faut poser, il faut faire un petit geste de la tête. Voilà. C'est Tristan Bernard qui, quand il a été arrêté par les nazis et qu'il se cachait avant et redoutait d'être arrêté, disait « Jusqu'à maintenant, je vivais dans la crainte et maintenant, je vais vivre dans l'espoir. » Voilà. Donc, tous ceux qui ne savaient pas peuvent me remercier. Donc, Yannick Jadot, est-ce que vous partagez ces peurs et est-ce que vous partagez ce constat et plus généralement, je me dis quand même finalement des discours un petit peu, je dirais, réalistes, pessimistes sur l'avenir, il y en a depuis longtemps. Est-ce qu'il faut changer le mode de discours? Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment pour cette invitation. Sur l'avenir, il y a une autre expression, c'est celle de Woody Allen, qui est dans des situations beaucoup plus favorables, disait l'avenir c'est quand même très important, c'est là où je vais passer mes prochaines années. Et c'est ça le sujet. Fondamentalement, c'est ça le sujet. Moi, j'ai participé aux mobilisations à la fin, au milieu des années 2000, vous vous souvenez, c'était le film d'Al Gore sur la vérité qui dérange. En France, c'était le pacte écologique de Nicolas Hulot, c'était le Grenelle de l'environnement, c'était le sommet de Copenhague. Et à ce moment-là, en 2009, il y avait l'idée que si tous les gars du monde et les filles voulaient se donner la main, on s'en sortirait. Obama venait d'avoir le prix Nobel, Sarkozy, Brand, Merkel promettaient de s'attaquer aux défis climatiques et d'apporter les réponses à ce qui est le plus grand défi de l'humanité. Et là, à ce moment-là, en 2009, on était sur un discours qui était totalement autre. Le dérèglement climatique, d'ailleurs on parlait de changement climatique ou de réchauffement climatique, c'était les générations futures. C'était à la fois une alerte scientifique et c'était les générations futures. Il y a quelques jours, dans le Gard, 80% des vignes ont été cramées parce qu'il faisait 45,9 degrés.
On a des canicules dans toute l'Europe, vous avez vu les phénomènes météo extrêmes un peu partout, et donc la réalité du dérèglement climatique, elle est là, comme la réalité de l'anéantissement du vivant. Ce que ça pose comme question, fondamentalement pour une société, c'est qu'il ne peut pas y avoir de société apaisée, il ne peut pas y avoir de société démocratique si on n'a pas une capacité à se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, si c'est le chaos climatique, si c'est l'anéantissement du vivant et tous les conflits sociaux, guerriers, civils que ça va générer autour de la perte de ressources, des conflits en eau, des conflits en ressources, des impacts des migrations et tout ça, si on n'a pas la capacité à se dire c'est pas uniquement notre avenir, il n'y aura pas de société apaisée. Donc rétablir la confiance, c'est se redonner la capacité à se projeter dans l'avenir avec un peu de sérénité. Ça, c'est la première chose. La deuxième enjeu, c'est d'être de nouveau capable de se projeter dans l'espace. Qu'est-ce que proposent tous ceux qui nient aujourd'hui le dérèglement climatique, qui sont prêts à massacrer l'Amazonie ils sont homophobes, ils sont anti-femmes, et ils sont dans le déni climatique et ils sont contre la démocratie. Ce n'est pas par hasard. C'est un déni, y compris de communautés humaines. Achille Mbembe disait « Nous entrons dans un monde où nous sommes tous exposés les uns aux autres ». Je trouve que c'est une très belle phrase, parce que la conclusion qu'on en tire, c'est soit on se forge des ennemis, soit on bâtit des solidarités. Et le sujet du rétablissement de la confiance, si on doit avoir un enjeu de lutte contre le dérèglement climatique et contre l'affaissement de la biodiversité, c'est l'idée de se redonner la capacité pour nous et pour nos jeunes à créer un avenir, et c'est redonner la confiance dans l'idée qu'il peut y avoir un projet partagé à l'échelle de la communauté humaine. Les grandes idéologies qui prévoyaient, qui définissaient la fin du monde, qui prévoyaient des projets linéaires, toutes ces grandes idéologies sont mortes. Tant pis pour le confort des grandes idéologies, mais tant mieux sur notre responsabilité collective et individuelle. Tant mieux si nous sommes capables aujourd'hui, à la fois en reprenant le diagnostic que faisait Jacques, mais en se donnant aussi le courage politique, le courage citoyen, le courage économique de rétablir la confiance. Regardez toutes les enquêtes d'opinion. Perte de confiance dans l'avenir, défiance absolue dans les responsables politiques, défiance dans les entreprises. On a une forme de défiance sur toutes les institutions, à part les maires qui restent un peu protégés, les associations, il y a une perte absolue de confiance. Et c'est parce que nous retrouvons la perspective d'un projet partagé, et parce que je considère que le seul projet partagé, ça peut être que l'écologie, ça ne peut pas être le libéralisme, ça ne peut pas être l'individualisme, ça ne peut pas être la religion, en tout cas pas pour moi. Le seul projet sur lequel on peut s'engager collectivement, c'est de se redonner un espace, de se projeter dans l'avenir par la protection de chacune et chacun maintenant. L'écologie, la solidarité. Et c'est vrai que, je finirai là-dessus, il y a 3 options face au diagnostic qui a été posé. C'est le déni, tu l'as dit. On peut être Trump, on peut être Bolsonaro, et il y a des entreprises derrière. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Derrière Trump, il y a le charbon, il y a le pétrole. Derrière Bolsonaro, il y a l'agro-business, il y a l'industrie de la viande, il y a les consortiums miniers. Il y a une partie du monde économique qui a choisi volontairement le déni de la réalité et des apprentis dictateurs. La seconde option, c'est l'écologie comme une contrainte. Au fond, tout ça est emmerdant, tout ça nous fatigue, tout ça nous culpabilise, tout ça génère du juridique, de l'administration, de la fiscalité, des normes, et en y allant à reculons comme on le fait aujourd'hui, on n'est pas simplement inefficace au regard des menaces, on n'arrive pas, on n'est pas sur le chemin de l'accord de Paris, on n'est pas sur le chemin qu'exigent les scientifiques si on veut éviter le chaos climatique. Mais en plus, on génère toutes les stratégies d'évitement. Comme on n'a pas confiance dans la norme, eh ben on la contourne, c'est le Dieselgate. Comme on n'a pas confiance dans la politique, et comme des entreprises peuvent trouver des espaces dans le monde politique, c'est Monsanto. Et c'est les Monsanto Papers, c'est la fabrication du doute scientifique sur le climat, sur les pesticides, sur tous les enjeux de santé. C'est l'autocontrôle.
Lactalis qui fait ses propres contrôles et les scandales sanitaires derrière. Et donc, on a cette deuxième option, qui est une forme de déni aussi, puisqu'au fond, on dit, il y a une réalité, on en fait des discours, on en fait des promesses, on en fait des slogans. Mais on crée l'instabilité juridique et administrative, on crée, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de courage. Retrouvons le courage des pères fondateurs de l'Europe, retrouvons le courage des acteurs du Conseil national de la résistance. Et comme il n'y a pas de courage, on est toujours dans la stratégie d'évitement, individuellement, collectivement et dans le monde économique. Et la troisième option, c'est celle qu'on abordera dans la deuxième question, c'est justement de faire ce projet partagé qui est un projet d'enthousiasme, un projet de mobilisation et un projet d'innovation. Voilà, donc... Bon, pour ceux qui n'auraient pas deviné, la seconde question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on comprend bien, hein, ce projet, il est partagé, il est réaliste, il est positif, il affronte la réalité, mais concrètement, est-ce qu'il implique finalement un changement radical de nos comportements et notamment une baisse de notre consommation, d'énergie? Comment est-ce qu'on fait en 2 minutes? En 2 minutes, oui, ça implique des ruptures. Incontestablement. Je veux dire, le niveau, quand on a posé ce diagnostic, on ne peut pas s'imaginer qu'en fait, tout va pouvoir, ça va être du business as usual, avec un peu de pansement, avec des sparadraps ici ou là. La question, c'est est-ce que ces changements, si on les porte collectivement, est-ce qu'ils sont facteurs de contrainte? Est-ce que c'est prendre une douche froide une fois par semaine dans le noir? Ou c'est autre chose? Ou c'est la relocalisation d'une partie de l'économie, ou c'est la revitalisation de nos terroirs. Moi, je parle de terroirs. Les terroirs, ils peuvent être urbains, ils peuvent être ruraux, c'est pas simplement le fromage et le vin. C'est là où on vit, c'est notre relation sensuelle à notre espace de vie, c'est nos relations sociales. Est-ce que, en se redonnant une perspective sur l'agriculture, quand on va au niveau européen réformer la politique agricole commune, est-ce qu'on a une politique agricole commune qui déverse 9 milliards d'euros d'argent public en France tous les ans? Est-ce qu'on récompense ceux qui utilisent beaucoup de Roundup ou est-ce qu'on les aide à en sortir? C'est le seul sujet. Si on les aide à en sortir, et rien que si on satisfaisait aujourd'hui la demande locale en consommation bio, on installe 60 000 paysans sur nos territoires. Rénovons, isolons nos logements. C'est des dizaines, des centaines de milliers d'emplois d'artisans, d'ingénieurs, d'architectes sur tous nos territoires. Faisons de l'Europe un espace 100% renouvelable. Franchement, quand je vois la seule éolienne offshore que nous avons en France, une éolienne offshore raccordée, 4000 en Europe, une en France, elle a été faite par l'école centrale de Nantes. Et si on dépend du vent, du soleil, de l'eau, de la géothermie, de toutes les innovations, et on a des centres de recherche magnifiques et des ingénieurs magnifiques. Franchement, s'autonomiser, voire être indépendant énergiquement de Trump, des dictatures du Golfe, de Poutine, ça c'est un projet de société. Relocaliser une partie de l'économie, redonner à chacune et à chacun le contrôle d'une partie de sa vie, quand c'est son alimentation, son travail, ses services publics, sa mobilité, sa santé, sa culture, son éducation. On retrouve la confiance en nous. On se réconcilie entre nous et on arrive à se projeter dans l'espace et dans le temps. Et pour ça, c'est vrai que, oui, la transition écologique, et vous l'avez abordé dans vos rencontres, bien sûr qu'il faut financer. Il faut du financement, il ne faut pas se raconter d'histoire, et c'est du financement rentable. L'un des vices de fabrication de l'Europe, et je finirai là-dessus. On a commencé l'Europe en 1952 avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça s'est arrêté là. Nous n'avons pas de politique industrielle européenne. Nous avons 28 souverainismes industriels et économiques qui se font concurrence. Nous avons des champions industriels dans chaque pays dont le rêve, c'est de bouffer le voisin. Ce n'est pas de peser face à la Chine, aux États-Unis ou à d'autres pays. C'est de bouffer le voisin. Nous devons régler ce vice de fabrication de l'Union européenne en ayant une politique industrielle, transition énergétique, numérique, santé. On a des enjeux extraordinaires. Pour notre jeunesse, c'est extraordinaire.
On a des enjeux extraordinaires, mais on n'a pas les moyens. Mais si on veut une politique industrielle européenne, il faut la financer. La BCE, la Banque européenne d'investissement, il y a de l'argent, potentiellement. On a sorti 4 000 milliards pour acheter des dettes sur les marchés secondaires et sauver les banques. Franchement, on peut sortir quelques centaines, quelques milliers de dollars pour sauver notre avenir. Merci. Jacques Attali. Et on peut commencer à arrêter avec le plastique. Et la clim aussi. La clim. On arrête. Est-ce qu'on arrête la clim aussi? Et non, il faut vivre confortablement. La clim, si c'est des énergies renouvelables qui font l'électricité, il n'y a pas de problème. Jacques Attali, est-ce que c'est la politique qui sauvera le monde? La politique, c'est ce que chacun d'entre nous fait dans sa vie quotidienne. Nous faisons tous de la politique quand on boit de l'eau ou quand on parle. Donc la politique, au sens institutionnel, est une des dimensions de la solution du problème, pas la totalité. Puisqu'on a peu de temps, je voudrais faire une réponse courte, 7 points, rapidement. Ne vous inquiétez pas, je peux faire 7 points en 7 secondes, mais je vais prendre 2 minutes, pas plus. Premièrement, la France toute seule peut rien. La France toute seule, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc la France toute seule ne peut rien. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Si on se contente d'agir chez soi, ça ne servira à rien. Deuxièmement, deuxième point, l'Europe, c'est pas grand-chose non plus. L'Europe, c'est 9% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Si on se contente de faire quelque chose en Europe, c'est rien non plus. Ben, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire, et en ayant conscience que ça peut être une formidable chance de faire, parce que non seulement on peut améliorer ces 9%, mais on peut aussi créer un modèle de développement nouveau qu'on puisse exporter. Et je crois que c'est une grande chance de l'Europe, et en particulier de la France, c'est de se mettre en situation d'avoir un modèle de développement nouveau exportable. Exportable. Et qui permettra aux pays qui sont en situation différente des autres de court-circuiter l'étape du développement industriel traditionnel. Comme les pays africains ont court-circuité l'étape du développement du téléphone fixe pour passer au mobile, elles peuvent passer à un développement durable, je vais dire comment je l'appelle, sans passer par les étapes du 18e, 19e et 20e siècle, à condition qu'on leur fournisse un modèle qui marche et qui sera aussi bon pour nous. Troisièmement, pour moi, la clé, c'est ce que j'appelle un développement positif. Un développement positif, c'est-à-dire un développement qui soit dans l'intérêt des générations futures, pas seulement écologiquement, mais aussi socialement. Et les crises actuelles ont montré que l'écologique et le social peuvent être contradictoires et que la clé de notre enjeu, c'est créer les conditions d'un développement qui soit conforme à ça. Je rêve que, cher Jean-Hervé, que les rencontres des économistes s'appellent les rencontres des économistes positifs dans l'avenir. C'est-à-dire qu'elles se focalisent sur une question, comment être utile aux générations futures. Merci beaucoup. Et qu'on puisse démontrer théoriquement. Merci, je prends note. Et qu'on puisse aussi pour manifester le fait que le temps a été écoulé. Alors, je fais plus court. Ça, c'est dur. Et qu'on puisse démontrer que être utile aux générations futures, c'est être utile à aujourd'hui. Quatrièmement, il en découle que si on est dans une économie positive, on arrive à vivre autrement. On arrive à vivre de façon plus sincère, plus authentique, moins dépensière. Sixièmement, que ça entraîne un autre rapport au vivant et qu'on protège le vivant de toutes les façons. Et septièmement, je voudrais juste proposer 2 mesures concrètes. L'une que vous avez évoquée, mais qui me paraît absolument fondamentale, vous êtes député européen. La Banque centrale européenne est un outil majeur, elle doit décider d'un QE vert, c'est-à-dire une orientation massive des ressources dont elle dispose pour flécher des financements vers le développement positif. Je dirais plutôt un QE positif. Elle a les moyens, elle peut le faire, ça sera utile à la croissance économique. Deuxième proposition concrète, ce qui à l'échelle de la France changerait tout, ce serait une très simple réforme constitutionnelle qui dirait toute loi qui n'est pas conforme à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Si on met ça dans la Constitution,
On verra progressivement par le Conseil constitutionnel, puis par les parlementaires, apparaître une jurisprudence qui fera qu'on tiendra compte dans la vie politique, mais aussi dans notre vie quotidienne, de l'intérêt de nos petits-enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très court, c'était trop court. Merci néanmoins à nos deux invités. Merci à vous pour votre engagement. Merci.